Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Aujourd'hui, cap sur l'agriculture et l'énergie, mais tout de suite, voici les titres. Les startups africaines se mettent à l'heure des agriculteurs, direction Yaoundé pour découvrir les promesses de la jeune pousse AgrixTech. Quand tu places l'application sur la plante, ça te dit la maladie que la tomate a. Ça te propose également la solution. Quel produit tu peux utiliser pour soigner la maladie. Le succès des bières africaines toujours au rendez-vous, des entrepreneurs se lancent dans la microbrasserie pour séduire de nouveaux consommateurs. Concernant la qualité de la bière, vous pouvez constater dans ce verre, nous avons une bière qui a fait 7 jours de fermentation et 14 jours de macération. Vous pouvez bien constater là, nous avons une couleur bien blonde et bien claire. Adieu au kérosène et au groupe électrogène, les panneaux solaires font une arrivée triomphante dans les villages gabonais. Le groupe électrogène nous revenait cher parce qu'en termes de kérosène, il faut, pour faire fonctionner cette structure, beaucoup de litres. Un smartphone dans les champs africains, c'est l'espoir de cette start-up camerounaise de Yaoundé, AgrixTech. Ces solutions numériques basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique vont de la recherche de financement à l'assurance et à l'accès au marché, sans oublier le conseil technique agricole. Notre correspondant au Cameroun, Aboubakar Sidik Mounchili, a suivi le travail de cette start-up dans le montage de projets et le traitement des cultures. Regardez. Un smartphone en main au milieu d'un champ comme celui-ci que tient cet agriculteur camerounais dans son champ de tomates, ce n'est pas un effet de mode, ni un simple jouet sans lien avec sa production. Il s'en sert pour utiliser l'application qu'il a installée pour scanner les plantes. La vidéo enregistrée et automatiquement analysée et toutes les informations utiles qu'il souhaite avoir lui sont fournies. Quand tu places l'application sur la plante, ça te dit la maladie que la tomate a. Ça te propose également la solution. Quel produit tu peux utiliser pour soigner la maladie. De nombreux paysans africains expérimentent actuellement la révolution numérique qui s'est emparée du secteur agricole avec, à la clé, de nombreuses innovations porteuses pour l'agriculture du continent. Depuis des années que je travaille, je n'avais jamais eu une réussite pareille. Grâce à AgrixTech, ces derniers moments-ci, je sens que ça doit aller. C'est un outil donc précieux pour Jean Ramos Okudjour et son vaste champ d'une superficie de 3 hectares dans la région du centre Cameroun. La tomate est très recherchée et se vend à un bon prix sur le marché ces derniers temps. Il est certain, dit-il, de faire une bonne production. Les premiers sont déjà presque en maturité. Là où nous sommes présentement, c'est la 7e semaine. Après le piquage. Il y a d'autres de l'autre côté là qui sont peut-être à 1 semaine, d'autres sont à 2 semaines. On évolue au fur et à mesure. Je fais dans l'agriculture, dans le maraîcher depuis presque 10 ans. Bon, ces derniers moments, j'ai connu AgrixTech. AgrixTech, c'était une application qui permettait aux agriculteurs de détecter les maladies des plantes. Cette application fonctionne offline et en langue nationale camerounaise, dont l'agriculteur qui l'utilise n'a pas besoin d'être là où il y a une connexion Internet. Il peut l'utiliser en sa langue maternelle. Outre cette application, nous avons pu développer d'autres applications. Par exemple, on a une application qui permet à nos agents de terrain de faire l'étude des risques agricoles dès le départ du projet. AgrixTech est une idée originale de ces jeunes Camerounais, une start-up de technologie agricole conduite par ce jeune ingénieur télécom à la base, un pur produit de la diaspora africaine qui, après des études en Allemagne, a pensé qu'il serait plus utile à son continent et son Cameroun natal que partout ailleurs. L'idée d'AgrixTech m'est venue en 2018 lorsque j'étais en train de terminer mes études en administration des affaires en Allemagne. Et il s'agissait de pouvoir apporter aux agriculteurs
la possibilité de pouvoir mener des projets agricoles rentables qui pourraient leur permettre de subvenir à leurs besoins. Déjà, j'avais eu dans le passé une petite expérience en agriculture en 2015 qui ne s'était pas bien passée. Et j'avais compris que ces agriculteurs sont vraiment exposés à de nombreuses difficultés. Ces nombreuses difficultés, la plateforme AgriStec autour de laquelle s'active quotidiennement ces jeunes, au profil varié, dans ce bureau en plein cœur de Yaoundé, tente d'y apporter des solutions. D'autres sont sur le terrain à travers les régions du Cameroun, où cette jeune structure met ses activités en attendant de mettre peut-être le cap sur les autres pays du continent. Nous avons constaté que les agriculteurs africains et camerounais en particulier ont trois principaux problèmes pour pouvoir faire de cette activité une activité où ils s'épanouissent. Le premier problème, c'est l'accès au financement. Le deuxième problème, c'est l'accès aux technologies, aux nouvelles technologies en matière d'agriculture qui veut leur permettre d'augmenter leur rendement. Et le troisième problème, c'est l'accès au marché. Ce que nous faisons donc, c'est que nous fournissons à ces agriculteurs-là un moyen d'avoir accès aux technologies de l'agriculture, aux nouvelles technologies de l'agriculture et aux services financiers. Quand on a un agriculteur qui a un projet agricole, l'agent descend avec l'application sur le terrain. Il note toutes les informations à propos du projet. Par exemple, le précédent cultural, le lieu où se trouve, il mesure le terrain, il fait les tests de sol, le NPK, le pH et autres. Dès qu'il met ça dans l'application, les agents, ils cliquent sur sauvegarder. Les agents qui sont ici au bureau reçoivent les informations directement sur la plateforme. Et là, si le projet est viable, notre plateforme génère automatiquement un business plan et un certificat qui permet à l'agriculteur d'obtenir un microcrédit chez nos partenaires financiers. Une fois que le microcrédit est donné à l'agriculteur, nous commençons à suivre son projet, c'est-à-dire chaque semaine, l'agriculteur a droit à un appel sur son projet. Un appel ayant suivi sur le terrain jusqu'à la récolte et même l'écoulement sur le marché en passant par la fourniture des semences de qualité et des intrants recommandés. C'est ce que promettent les responsables de AgriStec. La jeune société revendique plus de 3000 agriculteurs déjà sur sa base de données, comme Jean Ramo, Sokojo, spécialisé dans la culture des tomates ou d'autres produits, tout aussi prisés sur le marché camerounais et même au-delà. Un chiffre sans cesse croissant et de quoi faire dire à ce jeune Camerounais et l'ensemble de son équipe qu'ils ont eu raison de s'investir dans ce créneau porteur aujourd'hui de solutions numériques et innovantes dans l'agriculture sur le continent africain. Reste l'épineux problème du soutien financier de la part des investisseurs à résoudre et surtout pour les agriculteurs eux-mêmes dans les zones rurales, l'accès aux smartphones dont le coût reste encore très élevé en Afrique. Cette année, le marché du cacao est particulièrement scruté par les opérateurs. L'an dernier, une série de récoltes médiocres en raison des conditions météorologiques et de la maladie virale du swollen foot des cacaoyers avait créé la panique sur les marchés à terme. A priori, un léger excédent est attendu cette année, mais le marché reste tendu. Au Ghana comme en Côte d'Ivoire, deux pays qui opèrent selon un système de fixation de prix par l'État, les prix payés aux producteurs ont été augmentés pour les inciter à livrer leur récolte et à ne pas vendre en contrebande. L'Afrique du Sud subit de plein fouet les conséquences de la rivalité entre la Chine et Taïwan. Récemment, Taïwan a décidé de suspendre les restrictions à l'importation de puces électroniques qu'elle avait imposées à l'Afrique du Sud en raison de négociations concernant le déménagement de son bureau de représentation. Ce sujet est extrêmement sensible pour la Chine qui souhaite que l'Afrique du Sud restreigne ses relations avec Taïwan. L'industrie sud-africaine dépend fortement des importations de semi-conducteurs dont les puces taïwanaises représentent un volume d'environ 30 millions de dollars. La bière et les Africains, je ne vous apprends rien, c'est une longue histoire. On dit même qu'elle aurait commencé il y a 4000 ans en Éthiopie. Ces premières bières auraient été à base de sorgho,
Mais aujourd'hui, on utilise aussi le mil, l'orge et même la patate douce ou la banane. Le continent compte plusieurs marques de bières vénérables et les groupes occidentaux y sont implantés depuis longtemps. Ce qui n'empêche pas l'Afrique de connaître une véritable révolution brassicole avec de nouveaux entrepreneurs désireux de faire connaître leur création aux consommateurs. Exemple au Cameroun avec cette microbrasserie audacieuse qui cherche à imposer sa bière Rox. C'est un reportage de Maxime Farel-Bounia. Regardez. Bâtie sur un terrain d'environ 20 000 m², l'usine brassicole Swiss African Premium Beverage, la SAPB, affiche fière allure. Nous sommes dans la localité de Missolé, à moins de 5 km de la capitale Douala. Lancé en 2019, le projet est matérialisé après 5 ans de maturation. À l'intérieur de l'usine, des milliers de bouteilles contenues dans des casiers. Elles ont été réacheminées ici pour être reconditionnées avant d'être remplies à nouveau. Constant, le chef service conditionnement et son équipe sont à pied d'œuvre. D'abord, envoyer dans la zone de nettoyage et de désinfection. Ensuite, recharger la bière, la Rox, une qualité suisse avec un esprit camerounais. Mais avant, les bouteilles doivent traverser l'étape du mirage électronique. Il s'agit d'éliminer les bouteilles impropres au remplissage pour toutes sortes de raisons. Arrivé au niveau de la sutureuse, il y a 3 machines en un. Quand on dit sutureuse, il y a 3 machines. Dans ces machines, il y a une rinceuse qui a pour rôle de prendre la bouteille, la retourner et recevoir une injection d'eau à l'intérieur afin de chasser toutes sortes de corps étrangers et résidus qui n'ont pas été vus ou enlevés. Ensuite, elle va au remplissage. Arrivée au remplissage, elle subit d'abord ce qu'on appelle la contre-pression. C'est la contre-pression qui fait en sorte que nous sommes sûrs que le produit embouteillé, après la pression avec la capsule, cette bouteille peut contenir le produit. Un dispositif savamment ficelé constitue des équipements adéquats pour maintenir la production constante. Concernant la qualité de la bière, vous pouvez constater dans ces verres, nous avons une bière qui a fait 7 jours de fermentation et 14 jours de macération. Vous pouvez bien constater là, nous avons une couleur bien blonde et bien claire. Ici encore, c'est une bière jeune. Après cette étape, on va filtrer la bière pour l'envoyer dans les tanks de bière filtrée. Et là, on aura une bière finie. Dans la pièce à côté, nous découvrons la cuisine interne de la SAPB. Ce laboratoire bien équipé est supervisé par une femme, Jérémine Pagueux. Avec son matériel de sécurité, Jérémine manipule les échantillons pour obtenir un produit de qualité. Avec les autres membres de l'équipe laboratoire, nous assurons au quotidien la conformité aux exigences de la matière première, des produits en cours de fabrication et des produits finis. Donc, selon un programme de contrôle bien établi, nous effectuons de manière systématique le contrôle de matières premières au laboratoire, le contrôle de produits en cours de fabrication et des produits finis. Il s'agit d'un modèle de microbrasserie. Son promoteur suisse, passionné de bière et ayant étudié le marché camerounais pendant 10 ans, affirme s'être fixé pour l'objectif d'offrir une meilleure bière faite avec une expertise locale. Actuellement, l'usine emploie près de 500 personnes qui participent à la production de 12 000 hectolitres depuis le lancement en juin 2024 et les ambitions restent grandes. Si possible, ici, maximum 1 année ou 2 ans, je voudrais atteindre la capacité maximale de cette brasserie de 50 000 hectolitres. De plus je grandis avec cette brasserie, de plus j'aurai des employés à embaucher. En 4 mois seulement, certains consommateurs sont déjà conquis. En tant que Camerounais, déjà, nous savons que les bières premium, généralement ici, qui sont importées, sont assez petites déjà au niveau de la quantité. Et on a remarqué que la Rox, qui est une bière de 0,50 litres, au niveau de la quantité et du prix, est vraiment meilleure que les autres. Parce que moi, déjà, je ne suis pas un consommateur averti de la bière. Donc, on m'a conseillé et j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'elle est légère. C'est pas la première fois que je la bois. C'est, je crois, la 3e fois. Fait pas mal à la tête. Tu te lèves le lendemain sans gueule de bois. Mais alors, qu'est-ce qui motive cette nouvelle entreprise brassicole à s'engager dans un marché caractérisé par une concurrence agressive? Nous avons posé la question à un expert des questions économiques. Elle a choisi
des stratégies vraiment adaptées en matière marketing et en matière économique. Ce n'est ni la politique de distribution exclusive, ni la politique de distribution intensive, mais plutôt une politique de distribution sélective. C'est la raison pour laquelle on va dans les snacks, on va dans les supermarchés, on pourrait peut-être aller dans les lounges. Une stratégie de marketing avec un caractère social impactant. Je prends un exemple. On va organiser un événement au niveau de la commune ou au niveau de la chefferie qui couvre la zone d'intervention de l'entreprise. C'est normal qu'on aille soumettre, par exemple, un dossier de sponsoring. Donc, quand l'entreprise donne des casiers de bière, donne une petite enveloppe, donne le matériel pour faire le branding sur le site de l'événement, c'est déjà une contribution significative pour la communauté. Le Cameroun est un pays à forte consommation des produits brassicoles. Ici, le marché est dominé par des grandes sociétés comme les Boissons du Cameroun, nouvelle appellation de l'ancienne SABC. Cette société présente au Cameroun depuis 76 ans contrôle désormais 94% des parts du marché local après avoir acheté les actifs de Guinness Cameroun. En seconde position vient l'Union camerounaise de brasserie UCB avec la célèbre bière l'Acadie. Toutes ces sociétés brassicoles se sont lancées dans la conquête du marché de la sous-région Afrique centrale. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Les analystes s'accordent à dire que face aux incertitudes liées au commerce international et à la géopolitique, les investisseurs n'ont jamais acheté autant d'or que ces derniers mois. Les banques centrales ont également accru leurs achats. On prévoit désormais que le prix de l'or dépassera largement les 4 000 $ américains par once d'ici l'année prochaine. Cette flambée sera évidemment positive pour les économies africaines dépendant de l'exploitation minière aurifère. Pendant de nombreuses années, les États africains ont maintenu un taux d'imposition fixe inférieur à 5% pour le secteur, puis ce système a évolué vers un taux variable en fonction du cours international de l'or. Plusieurs pays ont adapté leur système fiscal. Le Mali et le Burkina Faso appliquent désormais un taux de 7% jusqu'à 2 000 $ américains, auquel s'ajoute un surcroît de 0,5% à 1% pour chaque augmentation de 400 à 500 $ américains du cours international. Le grand barrage de la Renaissance d'Éthiopie sera-t-il un atout ou un fardeau pour l'Afrique ? Inauguré début septembre, ce qui est le plus grand barrage du continent, a été construit dans un climat de tension entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Aucun accord contraignant n'a jamais été conclu entre les trois pays concernant la gestion du Nil, source d'eau douce essentielle pour 100 millions de personnes. Le barrage de 4,8 milliards de dollars devrait produire 5150 MW et générer 427 millions de dollars de revenus grâce aux exportations d'électricité d'ici juillet. Ces revenus proviendront notamment des exportations vers le Kenya, 83 millions de dollars, Djibouti 30 millions de dollars, la Tanzanie 24 millions de dollars et des entreprises de minage de données 290 millions de dollars. Finalement, le secteur touristique namibien pourrait aller au-devant de 3 années difficiles. Un incendie survenu le mois dernier a détruit au moins 38% du parc national d'Etosha, riche en faune, qui s'étend sur quelques 20 000 km². Selon des estimations non officielles, les dégâts pourraient être encore plus importants, avec un grand nombre d'animaux morts. Le secteur touristique représente près de 7% du produit intérieur brut de la Namibie. Il commençait tout juste à se remettre des conséquences de la pandémie de Covid-19.
Une révolution est en route en Afrique, celle de l'énergie solaire. Ces dernières années, le continent abandonne les combustibles fossiles traditionnels et se tourne vers les énergies renouvelables. De plus en plus de panneaux solaires apportent de l'électricité aux communautés rurales, transformant la vie de millions de ménages. C'est le cas au Gabon, où notre correspondant Jean-Rovis Dabani a suivi les installateurs de la start-up Eco-Gabon qui apporte ces nouvelles infrastructures dans les villages. Dans cette pirogue se trouve le futur, des kits solaires importés d'Asie qui changent la vie des communautés rurales. Jérémy et son équipe parcourent des villages pour installer des panneaux solaires. Aujourd'hui, ils sont en route vers un nouveau client. Ce complexe hôtelier construit sur le bord du fleuve Ogoué était jusqu'ici alimenté au kérosène. Grâce à ces boîtiers auxquels seront reliés des accumulateurs lithium alimentés par des panneaux solaires posés sur le toit de l'hôtel, il sera désormais possible de faire marcher une télévision plasma de 52 pouces, congélateur et même un climatiseur de 2 chevaux. Toute la journée, les panneaux solaires emmagasinent de l'énergie pour produire la nuit tombée de la lumière. De la lumière pour le progrès, de la lumière pour l'avenir, de la lumière pour cuisiner de nuit comme de jour. Nous avons une réservation au moins de 40 personnes à la Banque mondiale. Ils sont allés en balade sur l'Ogoué. Et donc, à leur arrivée, tout serait prêt. Mais grâce, comme je dis toujours, grâce au solaire, parce que nous pouvons préparer avant qu'ils arrivent avec la lumière et mettre la musique. Mettre le projecteur, etc. Utiliser les ventilateurs solaires grâce au solaire. Et franchement, ça nous aide beaucoup à tous les niveaux. Donc là, je vous fais un sanglier dans son jus pour les touristes qui sont allés en balade. Et à leur arrivée, tout serait prêt. Et si on n'avait pas du solaire, on devait travailler dans l'ombre, il fallait encore utiliser le groupe, il fallait encore dépenser. C'est plein de dépenses. Et le solaire nous permet vraiment de faire des économies, surtout sur le carburant pour le groupe, etc. Cette idée d'innover vient de cet homme. En pleine campagne, rares sont ceux qui, comme lui, tentent de conquérir le marché du solaire. Les coûts et les distances sont trop élevés. Pourtant, cela n'a pas découragé ce comptable de se tourner vers ces petits panneaux qui changent désormais tout et lui épargnent surtout de dépenser de l'argent en kérosène. Le groupe électrogène nous revenait cher parce qu'en termes de kérosène, il faut, pour faire fonctionner cette structure, beaucoup de litres. Et nous avons pensé qu'avec l'énergie solaire, même si l'investissement est lourd au départ, nous voyons aujourd'hui qu'en utilisant les énergies solaires, nous avons moins de charges du côté de la consommation et du règlement du kérosène. L'installation des panneaux solaires dans des zones rurales, la start-up Eco-Gabon en a fait son cheval de bataille avec comme objectif favoriser une production écologique et responsable de l'électricité. En plus d'être une énergie décarbonée transmise directement par le soleil, elle se présente comme une véritable alternative aux infrastructures traditionnelles. Nous sommes une entreprise qui ne catégorise pas en fait les clients. Nous sommes une entreprise qui vise à aider tous les clients à rendre en fait leur maison autonome avec les énergies renouvelables, pas seulement que l'énergie solaire, parce que Eco-Gabon ne s'entend pas seulement travailler dans les énergies solaires, mais sur toutes les énergies renouvelables en utilisant en fait toutes les ressources naturelles dont on possède dans notre pays, que le Gabon, afin de produire de l'énergie efficace qui peuvent en fait combler en fait le besoin énergétique de nos clients. L'idée de court-circuiter les réseaux électriques traditionnels n'est pas nouvelle en Afrique. Au Gabon, les centrales thermiques alimentées au gaz ne suffisent plus à répondre à la demande croissante en électricité. Environ 40% de l'énergie électrique distribuée dans le pays provient des centrales hydroélectriques et gazières, insuffisantes d'après les experts. Cette crise énergétique pousse de nombreux ménages à recourir aux énergies renouvelables pour s'éclairer. Avant que nous n'arrivions, le client avait un groupe électrogène, un groupe de moins d'une puissance de 80 kVA. Oui, 80 kVA. Mais justement,
été soumis à beaucoup de dépenses pour l'achat du carburant et de la maintenance. Et vous voyez bien que nous sommes sur un site qui est assez reculé. Donc pour déplacer un technicien à chaque fois pour la maintenance du groupe électrogène, ça lui revenait plus cher. C'est pourquoi il a opté pour des solutions, des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire afin de déjà permettre à ce site d'être éclairé jour et nuit à travers les panneaux solaires. Le Gabon, pays côtier du centre de l'Afrique, bénéficie de 2080 heures d'ensoleillement par an, soit un peu plus de 68 heures d'ensoleillement par mois. Un véritable atout pour le marché du solaire. Le Gabon est effectivement un terrain propice pour l'énergie solaire et cela à bien des niveaux, notamment sa localisation géographique, car vous n'êtes pas sans savoir que le Gabon est sur la ligne équatoriale et en plus sous les tropiques, ce qui en fait un pays doublement baigné par le soleil. Voilà. Donc nous sommes naturellement ensoleillés et ce à très grande échelle. Donc il serait très avantageux pour le Gabon que de se doter de très grandes installations solaires. L'accès universel à l'énergie moderne, c'est l'un des objectifs de développement durable pour les pays les moins avancés. Au Gabon, les sources énergétiques sont essentiellement hydroélectriques et géothermiques. Leurs coûts élevés se répercutent sur les factures mensuelles des consommateurs. Certains Gabonais estiment qu'à terme, les panneaux solaires réduisent de près de moitié les coûts de l'électricité. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons Kertala Kamara, fondateur et directeur général de la compagnie Circus Baobab. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.